Aujourd'hui, cette séance, elle est un peu différente, cette causerie, elle est un peu différente de d'habitude. Parce que d'habitude, il y a un premier temps pendant lequel il y a un échange, et puis un second temps où j'apporte des mini-éclairages aux personnes qui en ont fait la demande. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu de demande, et on est dans la saison des poissons sur le plan astrologique. Du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite visualisation en fin de causerie. Donc, je couperai malgré tout l'enregistrement après l'échange. Et puis, éventuellement, je relancerai un autre enregistrement pour la visualisation pour vous l'envoyer à vous si ça vous a été utile ou si vous le souhaitez. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas à intervenir. C'est un échange horizontal. Alors, moi, je vais vous amener un ensemble d'éléments. Donc, c'est vrai que j'ai eu envie de vous parler d'optimisme. C'est pas un sujet très astronuméro, parce que d'habitude, j'aborde plutôt des sujets qui sont en lien avec l'astrologie, la numérologie, la dimension transgénérationnelle thérapeutique, qui sont mes sujets de prédilection. Mais j'ai eu envie de vous parler d'optimisme et j'ai quand même, vous verrez, j'ai fait un lien avec les énergies actuelles sur le plan astrologique et numérologique qui, je trouve, nous donnent des pistes de compréhension ou plutôt des ressources pour pouvoir nourrir cet optimisme en nous en étant en alignement avec ce qui se présente en ce moment, quoi. Voilà. Donc, pourquoi j'ai eu envie de parler d'optimisme? Ben déjà parce que moi, je suis de nature très optimiste. J'ai un ami qui m'appelait tout le long de ma thèse de doctorat Madame Contente, parce qu'à chaque fois qu'on me proposait, qu'on me parlait de quelque chose, j'étais hyper enthousiaste et j'avais toujours un regard très, très optimiste sur les choses, sur la vie. Et je pense que dans tout ce que j'ai traversé, cette flamme intérieure, non seulement elle ne m'a jamais quittée, et heureusement, et en plus elle m'a permis justement de traverser ce que j'ai dû traverser depuis toute petite, en trouvant toujours en moi les ressources pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, malgré la difficulté des épreuves. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de cette valeur fondamentale qui est l'optimisme et que moi j'essaye au maximum de véhiculer pendant mes accompagnements. Les personnes qui me connaissent, je pense qu'elles le savent, que j'essaie toujours d'amener une vision, euh, malgré les profondeurs qu'on peut aller explorer, j'essaye toujours d'amener une autre vision des choses, une vision plus créative de ce qui est traversé. Voilà. Et puis, le mois de mars, c'est un mois qui vibre 3 sur le plan numérologique. Et donc, la vibration du 3, elle nous parle de plein de choses, mais dans toutes ces choses dont elle nous parle aussi d'optimisme et du besoin de nourrir l'optimisme en nous. Voilà. Et donc, moi, je pense que j'ai aussi je vous parle un peu de moi, mais je pense que j'ai aussi cette vibration très optimiste en moi parce que le mois de mars, bah, c'est le mois de mon anniversaire. Et c'est aussi une valeur fondamentale dans mes accompagnements parce que j'avais choisi en conscience de créer mon entreprise il y a 2 ans, au mois de mars, pour pouvoir apporter cette atmosphère, cette ambiance aux personnes que j'accompagne également. Voilà. Donc, l'optimisme, c'est quoi? Pour moi, l'optimisme, c'est une vision de la vie. Vous n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des choses que vous avez envie de partager ou des choses à dire, à ajouter par rapport à ce que je raconte. Donc, l'optimisme, pour moi, c'est une vision de la vie. C'est une disposition de l'esprit qui permet de nourrir la confiance dans le dénouement favorable des situations qu'on traverse dans notre vie, quelle que soit la nature de ces expériences. Donc, c'est Martin Seligman, qui est un des créateurs de la psychologie positive, qui a écrit un ouvrage sur la force de l'optimisme et qui explique bien que l'optimisme n'épargne pas des tragédies de la vie, mais que l'optimisme dote les personnes de ressources supplémentaires pour en relever les défis. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il ne s'agit pas. Alors moi, je ne suis pas suffisamment calée en psychologie positive hein, pour pouvoir émettre une quelconque critique,
mais dans les représentations populaires que j'ai de ce courant, c'est vrai qu'on peut parfois, moi j'ai l'impression que la psychologie positive, elle évince un petit peu tout ce qui gratte, tout ce qui pique, toutes les dimensions moins faciles, moins évidentes, moins lumineuses que l'on traverse. Et là, en fait, moi, mon idée dans ce partage d'aujourd'hui, c'est justement de diffuser ou de nourrir le fait qu'on peut vivre, on peut être optimiste sans être dans le déni des réalités qui grattent, des réalités qui piquent, des cailloux dans la chaussure. Voilà. Donc, ouais, Martin Seligman, lui, dit que l'optimisme, c'est une habitude de pensée extrêmement favorable. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, ce qui dit que c'est une habitude de pensée qui s'hérite et se cultive dès l'enfance. Pour lui, en fait, euh, l'optimisme, c'est vraiment une valeur qui se transmet et nos tendances à pouvoir avoir une vision plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste de la vie, elles se façonnent avant 7 ans. Mais en même temps, il dit que c'est quand même malgré tout une valeur qu'on peut acquérir et qui peut s'installer durablement, même si on n'en a pas hérité pendant l'enfance. Rien n'est irréversible. Parce qu'en fait, il s'agit d'exercer son cerveau à penser autrement. Bon, ça fait écho à ce qu'on connaît bien, à la loi de l'attraction, hein, qui dit que la pensée est puissante et qu'on attire à nous ce que l'on nourrit par notre pensée. Tout ce sur quoi nous portons notre attention s'amplifie. Ça, des fois, ça dérange. J'ai déjà eu des échanges avec des personnes qui se disaient très ouvertes à la spiritualité et à plein de choses. Et puis, quand je parlais de ça, on me disait non, mais ça, c'est des croyances, c'est n'importe quoi. Ben, moi, je trouve qu'en fait, enfin, d'expérience, là, je parle vraiment d'expérience. euh, dans mon cas, plus je porte mon attention sur un état d'esprit, une émotion, une situation, et en fait, plus elle s'amplifie dans ma vie. Ça, j'ai encore un exemple, enfin, j'ai plein d'exemples du quotidien où je visualise des choses, elles arrivent, que ce soit en négatif ou en positif. Voilà. Donc, tout ce sur quoi on focalise notre pensée, nos peurs, notre colère, notre rancœur, nos critiques envers nous-mêmes, envers les autres, nos jugements, nos blessures du passé, euh, plus on va focaliser là-dessus, plus ce sont des événements, des émotions qui peuvent se rejouer intérieurement et dont on peut nourrir le- l'existence, j'ai envie de dire la réalité. Voilà. Donc, à mon sens, nourrir l'optimisme, c'est vraiment le moteur d'une vision créative et créatrice de la vie. Et quand je parle d'optimisme, hein, je répète, pour moi, c'est pas nier ce qu'on a traversé, mais c'est juste regarder les choses sous un autre angle, essayer de comprendre euh, quels sont les enseignements éventuellement que cette situation nous propose. Euh, et puis, moi, j'aime bien cette image de se déplacer dans l'espace et vraiment de regarder les choses sous un autre angle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'avais observé ça dans une formation, je ne sais plus quel type de formation c'était, mais où la formatrice, elle nous présentait, c'était une image qui est assez connue, c'est deux personnages qui sont en train d'observer un nombre qui est inscrit. Et d'un côté, un des personnages va visualiser un 6 et de l'autre côté, l'autre personnage, il visualise un 9. Ouais, ça vous parle. Et ben moi, je trouve que c'est ça, en fait, ce retournement. C'est juste se déplacer dans l'espace pour regarder les choses sous un autre angle. Et on se rend compte finalement qu'en se déplaçant, l'issue éventuellement des situations qu'on traverse, elle peut se présenter de façon totalement différente. Voilà, donc c'est créer en soi un espace de relâchement qui peut être reposant et qui permet de changer de paire de lunettes, d'appréhender la vie autrement. Mais c'est important cet espace de relâchement parce qu'en fait, euh, enfin moi là je vous parle personnellement, je me suis aperçue au fil de mes expériences que j'ai une tendance à me mettre beaucoup la pression. J'ai une tendance, parce que j'envisage toujours, enfin pas toujours, mais j'ai beaucoup anticipé, envisagé par le passé les situations les pires pour justement m'en prémunir et pouvoir réagir, parce que c'est des choses que j'ai dû traverser. Euh, donc il a fallu que je réagisse sans avoir pu anticiper. Donc mon mode de fonctionnement, ça a été beaucoup d'anticiper le pire. Et, euh, et en fait, anticiper le pire en permanence, c'est juste épuisant.
parce que c'est une petite voix dans la tête qui nous harcèle en permanence, qui nous fait croire qu'il n'y a pas d'autre issue. Et, sur le plan du système nerveux, ça crée aussi un état dans lequel on est en survie permanente. On est sans cesse en activation du mode attaque. À quel moment j'attaque ou je combats ou je, ou je fais la morte pour pas me faire attaquer. Enfin voilà, c'est fatigant en fait. Et moi, je trouve que euh, nourrir cette dimension optimiste, regarder les choses sous un autre angle, c'est aussi se permettre de créer un espace de relâchement en soi, un espace de repos. Voilà. Donc après, hein, c'est ma vision des choses. Voilà, je vous disais, donc ça ne signifie pas d'omettre les difficultés ou les souffrances, d'omettre le réel, bien au contraire, on va voir, mais en tous les cas, de cesser de s'en nourrir, car c'est une nourriture qui est toxique. Euh, mais parfois, c'est une nourriture qui est tellement connue qu'elle est aussi un peu addictive. C'est ce que je vous disais, moi, avec l'histoire de la pression et de l'anticipation. Car elle nous éloigne aussi, cette nourriture toxique, de notre pleine responsabilité d'être créateur dans notre vie. Et du coup, là, je trouve que c'est aussi intéressant de se poser la question de à quoi ça me sert d'entretenir une vision, d'entretenir de la peur, d'entretenir de la souffrance. Quel est le bénéfice secondaire de tout ça? Parce qu'il y a quand même toujours un bénéfice secondaire. Ça peut être un bénéfice secondaire, ça peut être en lien, je ne sais pas moi, avec la peur. Je prends un exemple très concret. Un exemple perso, euh, le fait que moi, je puisse me sentir parfois pas suffisamment euh, euh, je sais pas suffisamment évoluée, pas suffisamment sachante pour accompagner. Et du coup, je peux avoir une tendance à croire qu'il faut que je suive des programmes, des formations, pour toujours me perfectionner, pour toujours aller mieux, pour toujours aller plus loin, plus haut, etc. Et ben, c'est quoi le bénéfice? Donc là, j'entretiens en fait la croyance dévalorisante que je ne suis pas suffisamment, que je ne suis pas assez. Et c'est quoi le bénéfice secondaire pour moi? En fait, le bénéfice secondaire, c'est que ça me permet de ne pas me mettre en mouvement pour devenir, pour créer vraiment ce que je pourrais proposer. En me positionnant toujours dans la posture de l'apprenante, de celle qui n'est pas suffisamment et en laissant d'autres me transmettre, finalement, je ne prends pas ma pleine responsabilité de créatrice et d'être qui peut transmettre à d'autres. Voyez? Et pour moi, c'est très en lien avec cette dimension d'optimisme aussi, parce que voir les choses sous un autre angle, déjà prendre conscience de ce bénéfice secondaire, ça permet justement de voir les choses sous un autre angle et d'envisager des solutions autres. Voilà. Donc, je ne prône pas une vision bisounours de l'optimiste, de l'optimisme, une vision déconnectée du réel, bien au contraire. Et donc, on va voir justement comment les énergies astro numéro du moment peuvent nous aider à nourrir cet optimisme en nous. Déjà, là, est-ce que vous avez je sais pas, des réactions, des commentaires, des envies de partage, des désaccords? Non? Ok. Oui? Tu voulais dire Oui, quelque chose? oui, oui, Marjorie, sur c'est fou quand même comme dans ce pays, la psychologie positive, elle n'a pas très bonne presse. Mais en fait, quand on connaît l'histoire de la psychologie positive, qui est, et le mot va te plaire, pardon, un vrai retournement, parce qu'en fait, la psychologie au départ, c'était qu'on s'occupait des gens qui allaient pas bien, alors que la psychologie positive, c'est juste aller regarder ceux qui vont bien et se dire comment ils font eux. Donc, au lieu de partir de -10 et essayer de mener les gens à zéro, on part des gens qui sont à +10 et on se dit comment on peut les atteindre. Et c'est quand même un retournement qui est précieux, comme tu dis, en termes de créativité et d'être auteur de sa vie. Mais c'est vrai que ça, je sais pas, le mot positif en France, il est associé à la psychologie, ça a un peu de mal, parce que c'est vrai qu'on le comprend toujours, les gens ils me disent toujours oui, mais c'est pas tout rose, c'est pas, voilà, dans la vie il y a des épines, c'est pas de ça dont il s'agit. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, merci beaucoup Anne de ton apport. Ce qui est intéressant, c'est que Martin Seligman, là dont je parlais, je vous dis, je parle de lui, j'aurais pu parler d'autres personnes, mais c'est parce que je viens de lire son bouquin, La force de l'optimisme.
Et en fait, lui, il explique comment il en est venu à travailler sur la dimension de l'optimisme. Et lui, en fait, il est parti de son histoire personnelle avec son père qui a eu un grave, je crois que c'est un accident, un AVC, qui a fait qu'il est devenu quasi légume à 40 ans. Et en fait, ça a fait un peu sombrer toute la famille dans un état de dépression. Et lui, en fait, ce qu'il a reçu, ce qu'on lui a transmis, c'est plus du pessimisme et de la dépression. Donc au début, il a énormément travaillé sur le pessimisme et en fait, il a beaucoup travaillé sur comment le pessimisme nourrit les états dépressifs. Et donc, à un moment où il présentait dans une conférence ses travaux, il y avait un ponte sur la question qui était là et qui lui disait qui n'était pas super d'accord. Et à la fin, il lui a dit, oui, mais là, en fait, il y a des limites. Et c'est ce personnage-là, enfin, je le rapporte peut-être pas très bien, mais qui l'a poussé à aller plus loin et à envisager justement une autre manière de voir les choses et à commencer à travailler autour de cette dimension qu'est l'optimisme. Donc voilà. Voilà ce que déjà comme petite, alors c'est léger, hein, excusez-moi, hein, c'est peut-être pas très, très poussé, mais voilà, c'était ce que j'avais déjà envie d'amener autour de cette dimension. Donc maintenant, si on regarde les énergies numéros actuelles, donc là, on est en mois 3 comme je vous le disais. Donc le mois 3 c'est un mois qui nous parle de communication, de créativité. C'est un mois qui nous parle de lien social. C'est un mois qui nous parle d'enfance et d'enfant intérieur notamment, et notamment de guérison de l'enfant intérieur. Donc on parlait hein, de l'optimisme qui se transmet ou qui ne se transmet pas dans l'enfance. Et donc, un mois 3 qui nous accompagne pour justement nous aider à recontacter la joie innée du petit enfant qu'on a été ou cette joie innée qu'on n'a pas connue enfant parfois, hein, selon le contexte familial dans lequel on est arrivé, on a grandi aussi, mais de recontacter cette joie innée qu'ont les petits-enfants, tout petits, qui n'ont rien vécu de difficile encore et qui s'émerveillent face à tout. Voilà, c'est ça en fait, cette dimension du 3, c'est cette essence-là, pétillante, légère, cet optimisme. C'est en ça que cette vibration 3 du mois de mars, elle nous accompagne. Voilà. Donc pour moi, ce mois de mars, il est intéressant pour aller contacter notre construction en termes d'optimisme, et si besoin, pour s'atteler à transformer les choses. Et notamment, ça tombe bien parce qu'on est en année 2024. Et l'année 2024, c'est une année 8. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé, mais très brièvement. L'année 8, c'est une année qui nous parle de la vibration du 8. C'est une vibration qui nous parle de transformation et de puissance de métamorphose. C'est une vibration, la vibration du 8, qui nous parle d'une énergie volcanique. Ça, c'est Delphine Ragon, hein, la créatrice de la numérologie de la métamorphose, qui la qualifie comme ça, mais je trouve que c'est assez juste. D'une énergie volcanique qu'il nous faut apprendre à canaliser pour l'orienter dans une direction constructive. Et donc, on imagine bien que cette énergie volcanique, si elle n'est pas canalisée ou si elle est nourrie d'un feu destructeur, ben, elle peut faire pas mal de dégâts. Voilà. Donc, en année 8, c'est une année qui est particulièrement propice pour nourrir cette guérison vibratoire. C'est une année pour tout le monde, hein. L'année 8, c'est l'année universelle. C'est une année qui vibre 8 pour tout le monde. Et après, chacun personnellement, on la vit à un diapason différent. Mais là, je vous parle de l'année 8 universelle pour tout le monde. On a tous à disposition ce réservoir d'énergie volcanique à notre disposition. Donc c'est une vibration, lui aussi, une vibration d'alchimiste, une vibration qui nous parle de ce retournement dans la matière, de la possibilité, retournement dans la matière, donc de transformer concrètement les choses. La possibilité de transmuter pardon, des blessures, des mémoires du passé en or, en ressources dont on peut se saisir parce que nos blessures sont nos plus grandes richesses. Donc c'est l'année 8 aussi, une vibration qui nous parle, qui nous soutient dans le fait d'oser voir grand et d'oser construire nos aspirations les plus élevées, d'oser générer de l'abondance dans les différents domaines de notre vie. Évidemment, c'est dans la lumière, hein. Dans l'ombre, vous imaginez la puissance du 8, ce que ça peut donner en termes de destruction. Voilà.
Mais bon, moi, on est sur une causerie qui nous parle d'optimisme. Moi, j'ai envie de nourrir la dimension lumineuse et de vous montrer comment est-ce que ça peut vous soutenir justement, eh bien, je dirais, de manière constructive et créative. Et cette vibration du 8, elle nous invite aussi à prendre nos responsabilités à 100% dans tout ce qui nous arrive. Et c'est souvent ça qui est difficile, de prendre nos responsabilités. Après, petit bémol, parce que j'ai trouvé aussi assez intéressant ce qu'on prône beaucoup la responsabilité à 100% dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est une responsabilité sur un plan spirituel. C'est si on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui venons vivre, faire des expériences terrestres, donc faire des expériences dans la matière, donc sur un plan vertical spirituel, eh bien, nous sommes d'une certaine manière responsables de ce qui nous arrive puisque ça vient servir notre évolution. Après, ce que je trouve intéressant dans l'ouvrage de Seligman aussi, qui a beaucoup travaillé sur la dépression, c'est qu'il dit quand même que quand on est dans une situation de dépression, rejeter la responsabilité sur l'extérieur, ça peut être une chouette ressource pour s'en sortir aussi. Donc voilà, j'ai pas d'avis sur la question, hein, mais j'avais juste envie de vous partager ça. Voilà, donc Mars, un mois 3 enfin le troisième mois d'une année qui vibre 8. Donc mars 2024, c'est un mois universel qui va vibrer 11, 3 plus 8. Et la vibration du 11, c'est une vibration qui est intense. Déjà, la vibration du 8, elle est intense, mais la vibration du 11, elle est intense. La vibration du 11, elle est à la fois intense et douce. Euh, Parce que le 11, son nombre réduit, le 11, c'est ce qu'on appelle un métanombre ou un maître nombre en numérologie. Et son nombre réduit, sa racine, c'est le 2. Et donc, le 2, c'est une vibration qui va nous parler d'accueillir nos émotions, notre monde intérieur, d'accueillir nos besoins intérieurement et d'en prendre soin, comme une bonne maman pour nous-mêmes. Donc, d'entrer en relation avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur, avec nos profondeurs, d'une certaine façon, nos profondeurs émotionnelles. Et la vibration du 11, ce métanombre, il amplifie tout, c'est un amplificateur. Donc ça veut dire que si on vit des émotions, en -11, ça peut amplifier ces émotions. Et de manière générale, le 11, il vient amplifier tout ce qui touche à notre sensibilité, donc sensibilité émotionnelle, mais aussi à notre ressenti, à notre part intuitive, à notre inspiration et à notre créativité inspirée, au fait de se laisser guider par la vie, par plus grand que soi. Ça, c'est une invitation aussi d'un mois universel 11. Le fait de nourrir la foi, la confiance dans la vie et de se laisser guider. Euh, Là, j'ai envie de vous partager, je pense elle est d'accord, de toute façon, je vais la nommer, une collègue thérapeute qui s'appelle Nathalie Charrois et qui est une thérapeute spiritualiste ou spirituelle, je ne sais pas trop comment elle se définit, mais qui est vraiment très, très inspirée et connectée à des très hautes fréquences. Et on discutait l'autre jour au téléphone et elle me parlait, elle, du saut de la foi. Elle disait que dans ses accompagnements, elle parlait du saut de la foi où elle disait que quand on se trouvait dans des situations difficiles, parfois on avait l'impression de sauter dans le vide. Et elle proposait à ses clients de visualiser, donc sauter dans le vide. Et en fait, elle leur proposait de visualiser que dans ce vide, en fait, ils atterrissaient dans un jardin fleuri. Donc je trouve que c'est une très belle image, très poétique, très inspirée. De ce que peut être la foi. La foi, on n'est pas du tout sur quelque chose de dogmatique, ou c'est vraiment cette confiance dans la vie et dans le fait qu'une issue positive, ou du moins si on a du mal avec ce mot positive, une issue créative, constructive à notre service se présente. Elle est au bout du chemin, c'est la lumière au bout du chemin, quoi. Voilà. Donc ce mois universel 11. Et donc ce mois universel 11, il nous invite aussi à transmettre, à diffuser une autre vision des choses. Donc ce sont des vibrations sur le plan numérologique qui m'inspirent pour parler d'optimisme. Ensuite, si on va regarder sur le plan astrologique ce qui se joue,
Là, c'est très intéressant parce qu'actuellement, il y a trois planètes qu'on appelle des planètes lentes, donc qui mettent beaucoup de temps à faire le tour du zodiaque et donc qui ont beaucoup d'impact euh, aux endroits auxquels elles circulent sur la carte du zodiaque et donc elles peuvent avoir beaucoup d'influences, des influences plus longues en tous les cas dans nos vies. Donc, il y en a trois qui sont importantes et je trouve qu'ils permettent d'envisager cette dimension de l'optimisme justement à différents degrés. Donc là, je vais vous parler c'est une astrologue qui s'appelle Émilie Chartrain que je viens d'écouter dernièrement, là, qui a fait un bulletin astro pour le mois de mars. Et elle nous dit que ces trois planètes, ces trois tamis, auxquels les tamis, là, hein, là, auxquels nos expériences actuelles sont soumises. Donc, la première planète, elle a eu plutôt des effets en février. C'était Pluton. Pluton qui est entré dans le signe du Verseau. Donc ça, vous le savez sûrement si vous m'avez un peu suivi, ou même si vous suivez l'actualité astro, parce que tout le monde en parle, c'est un événement astrologique sur le plan mondial. Pluton qui met 250 ans, 248 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, il est pas, Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau, ça fait 248 ans qu'il n'est pas entré en Verseau. Sur le plan collectif, la dernière fois que Pluton est entré en Verseau, ça correspondait plus ou moins à la période de la Révolution française. La fois d'avant à l'effondrement de l'Empire Inca. Donc on voit que ça, quand Pluton arrive dans le signe du Verseau, ça crée des nouveaux paradigmes sur le plan mondial, mais on peut bien s'imaginer que sur le plan intérieur, Pluton en Verseau, nous aussi on le vit, et notamment dans notre carte du ciel. Bon là, j'ai pas de carte du ciel à vous montrer, mais ça vient Pluton, elle vient transiter ce qu'on appelle des maisons astrologiques, des domaines de notre vie. Donc, selon les domaines dans lesquels Pluton transite, les nouveaux paradigmes, les transformations sont profondes. Le passage de Pluton dans les domaines de notre vie, en général, c'est des passages qui sont initiatiques. Donc, Pluton en février, premier ami, Pluton, qui nous a invités à recontacter la puissance de nos profondeurs pour les transformer. Pluton, c'est le fossoyeur, c'est la planète qui nous invite à aller creuser dans toute la dimension obscure de notre être. Donc, c'est la planète qui va venir révéler les problématiques, les blessures, les traumatismes non réglés, qui va venir révéler les origines de ces traumatismes pour justement venir les décristalliser, les transformer, évidemment, hein, pas pour nous faire sombrer, hein. Donc, le mois de février, ça a vraiment été un mois qui nous a invités à regarder nos profondeurs pour travailler autour de ces profondeurs et transformer. Mars, actuellement, le Soleil et les autres planètes plus rapides sont en train de transiter par le signe des poissons. Et il se trouve que Saturne, c'est une autre planète lente, moins lente que Pluton, mais quand même. Saturne est actuellement dans le signe du Poisson depuis l'année dernière et jusqu'en 2026, je crois. Saturne, elle met 30 ans. Donc tous les 30 ans, à 30 ans, à peu près à 60 ans, à peu près à 90 ans, si on vit jusqu'à 90 ans, on vit des retours de Saturne. Et les retours de Saturne, ce sont un peu des épreuves de la réalité où justement on est invité, donc c'est ce qui se joue pour tout le monde en ce moment, puisque le Soleil il est tout proche de Saturne. Actuellement, toutes les expériences que l'on vit, elles sont passées au tamis de la réalité. C'est-à-dire qu'on a la nécessité d'intégrer un principe de réalité, une certaine sagesse, peut-être d'accepter des limitations, d'accepter que les choses n'aillent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, d'accepter qu'on puisse se confronter à des obstacles, d'accepter qu'il y a certaines grosses pierres qui passent pas dans le tamis et qu'il faut s'en occuper hein, pour les faire éclater, pour qu'elles puissent passer, parce que concrètement, si on les laisse en l'état, elles passeront pas. Voilà. Donc, Saturne, on parlait de responsabilité tout à l'heure. Saturne, c'est une planète qui nous invite justement à prendre nos responsabilités, à prendre sur nous, à grandir, à mûrir. Donc, voilà, à faire preuve de sagesse aussi face aux frustrations qu'on peut ressentir parfois et à accepter ce qui se présente à nous tel que ça se présente à nous. Si on traverse des difficultés, des échecs, c'est une planète qui nous soutient, qui nous aide à comprendre
pourquoi, à comprendre les enseignements, à tirer des leçons. Donc, Saturne, c'est une réelle opportunité de s'élever en maturité et en sagesse, en essayant d'être le plus réaliste possible, le plus pragmatique. C'est une période, une planète qui nous invite vraiment à envisager les conséquences de nos décisions, parce qu'avec pardon, Saturne, on sait que de toute façon, on va devoir assumer. On va devoir assumer. Donc, si on fait le lien avec la thématique du jour qui est l'optimisme, c'est aussi, puisqu'on sait que la pensée est puissante, c'est aussi si on, pour moi, si on, par rapport à des situations que l'on peut traverser aujourd'hui, c'est déjà les regarder concrètement. Euh, les regarder telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, pas telles qu'on les imagine, mais regarder concrètement, objectivement, comment se présentent ces situations, comme si on prenait de la distance justement par rapport à tout ça pour mettre l'émotionnel à distance et juste regarder ce qui se présente. Concrètement, je traverse ça, ça m'empêche d'aller dans telle direction. Ok, donc concrètement, je suis invitée à prendre soin de cette situation, à aller en comprendre les enseignements, en tirer les enseignements pour pouvoir faire éclater les grosses pierres qui passent pas dans le tamis. Bon. Ensuite, je trouve qu'avec la dimension de la pensée puissante, le tamis de Saturne, il est intéressant aussi parce que euh, pour moi, plus on va nourrir justement des visions qui sont non réalistes et des visions, des croyances en fait, euh, de scénarios sans issue, de difficultés, de blessures, de souffrances, etc., et ben, plus derrière, il va falloir assumer la conséquence aussi, les conséquences de ces croyances parasitantes et de ce que ça peut créer dans notre vie. Voilà. Et donc, le troisième tamis, qui est aussi en poisson actuellement, la troisième planète lente, c'est Neptune. C'est une planète qui est floue, qui est plus nébuleuse, plus difficile à saisir. Parce que c'est une planète qui est là dans sa lumière pour nous inspirer, pour nous redonner le sens, pour redonner le sens du sacré à nos expériences, pour redonner une substance poétique à notre vie. Donc là, on retrouve la dimension du 11-2, hein, qui nous connecte à une réalité plus grande que nous, qui nous invite à nous laisser guider, à nous connecter à notre petite voix intérieure, qui peut nous guider parce qu'on sait intérieurement dans quelle situation on est appelé justement à aller. Mais Neptune, ça peut aussi être un un voile au travers duquel on regarde les expériences. Donc ça peut être aussi des projections que l'on peut avoir et qui faussent la réalité et qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont objectivement, comme Saturne nous le demande. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder dans l'enchaînement de ces trois planètes et des effets qu'elles peuvent avoir, comment Pluton est arrivé, enfin, on va dire que le tamis de Pluton s'est présenté en premier, si je peux reprendre les propos d'Émilie, là. S'est présenté en premier pour nous amener à regarder ce qui pique et à engager des transformations. Saturne, elle nous force à être dans une réalité, à regarder concrètement, objectivement où on en est maintenant. C'est même pas regarder dans le futur comment ça peut être. Non, c'est maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on a peur, pourquoi est-ce que on est triste, on souffre, etc. Et puis Neptune qui pourrait nous embrouiller et nous faire voir les choses euh, à sa manière au travers de son voile. Ça veut dire que Neptune, c'est aussi le voile des illusions. Elle peut nous amener à nous raconter des histoires, cette planète selon là où elle passe dans notre thème. Donc là, comme Saturne est passé juste avant, bah, Neptune, là, elle peut nous aider justement à voir avec plus de clarté les histoires qu'on se raconte, ces projections. Elle peut justement nous aider oui, à regarder tout ça et à s'en rendre compte, à en prendre conscience, à prendre conscience de comment on peut interpréter le réel, à prendre conscience de la manière dont on va interpréter les événements qu'on traverse, les croyances que l'on a. Voilà, elle peut nous aider justement à voir avec plus de clarté toutes les projections idéalisées, les illusions, les fausses croyances qu'on nourrit. Et en même temps, Neptune, elle nous aide vraiment à réinsuffler du rêve, de l'idéalisme, des aspirations élevées dans notre vie, à sortir d'une vision limitée, limitante,
aussi à sortir d'une vision limitée par la matière. C'est-à-dire que là où Saturne nous a dit regarde les choses concrètement, Neptune, elle nous dit bah, maintenant que tu as regardé les choses concrètement, tu as quand même le droit de rêver et d'aspirer à la lumière du réel, d'aspirer à quelque chose de grand ou d'aspirer à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus élevé. Voilà. Et donc voilà déjà pour ces trois planètes. Et ensuite, et donc ces trois planètes-là, c'est la configuration du thème de la nouvelle lune qui a eu lieu il y a 2 jours. Donc en fait, on est baigné en plein dans cette énergie en ce moment. Et en plus de ça, il y a en ce moment des conjonctions, ça veut dire des planètes qui fonctionnent ensemble, qui nous parlent de renouveau. On a Vénus et Mars qui sont en Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui vient nous parler de renouveau, justement. Donc Mars, Vénus en Verseau, ça peut nous parler d'un nouvel élan créateur, du fait qu'on soit poussé à aller explorer des nouvelles directions encore inexplorées. Voilà, on est vraiment dans cette dimension du nouveau paradigme dont je vous parlais tout à l'heure. Mars, planète de l'action, Vénus, les désirs. Comment je me mets en action pour répondre à mes désirs d'aller explorer de l'inexploré, d'aller vers du renouveau. Euh, donc cette conjonction-là qui nous parle de renouveau, et de l'autre côté, on a Jupiter-Uranus en taureau, je vous en ai déjà parlé aussi, qui vient nous parler de nouvelles opportunités, euh, peut-être d'une hyper-créativité dans certains domaines de notre vie, d'une possibilité d'opérer une petite révolution intérieure, en toute sécurité, on est en taureau, dans certains domaines de notre vie. Et donc, ces deux conjonctions, elles forment ce qu'on appelle un aspect en carré, c'est un aspect un petit peu de défi, on va dire, sur la carte du zodiaque. Et ça vient nous dire que là, actuellement, on est invité à couper, à nous libérer, voire à même à nous affranchir de toutes nos croyances, habitudes de pensée un peu engluées qui nous maintiennent dans certains états. Voilà, donc d'agir, inviter à agir pour le changement, en faisant preuve d'innovation, de créativité, mais à la lumière du réel, c'est-à-dire en ayant en conscience les principes de réalité et les conséquences de nos choix, de nos décisions. Parce qu'un des côtés, une des dimensions, une autre facette ici de ces configurations-là, c'est d'agir de manière précipitée. Donc là, on est quand même invité à envisager les conséquences de nos actes. Voilà, de manière concrète, pragmatique, sérieuse, mature. Et enfin, le dernier aspect qui nous soutient en ce moment sur le plan astro, c'est une conjonction Nenor-Chiron, dont on parle beaucoup aussi parmi les astrologues, et qui est très intéressante parce que Chiron, c'est ce qu'on appelle la blessure d'incarnation. C'est la blessure avec laquelle on descend tous, avec laquelle on est tous et chacun et une blessure profonde qui va nous mettre en mouvement tout au long de notre vie parce c'est à la fois l'endroit où elle se situe dans notre thème, l'endroit de la blessure, et à la fois, ça va être aussi le chemin qui va nous amener vers la guérison, vers la quête de guérison. Et le nœud nord, c'est un élément du thème. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà, l'idée, c'est plus de saisir les messages. Le nœud nord qui rencontre Chiron, le nœud nord, c'est un endroit du thème, lui qui va créer des circonstances, des événements vers lesquels on est appelé à aller. C'est un peu l'appel du futur, l'appel de notre âme. Et donc, le fait que ces deux éléments-là se rencontrent en ce moment, dans le signe du bélier, qui est un signe proactif, qui est un signe qui nous dit ose, fais preuve de courage et d'audace, ose être toi-même, ose aller vers ose suivre ta direction intérieure, oui, ose être véritablement toi-même, ose te donner naissance ou te redonner naissance. Ça, c'est le signe du bélier, ce qui va nous dire, faire preuve de courage et d'audace. Et donc, Nenor-Chiron en bélier, c'est un nouvel élan encore pour aller vers une énergie de guérison, une opportunité de pouvoir trouver des solutions, des résolutions concrètes, en fait. Alors, ça peut être concrète ou ça peut être aussi sur un plan, sur un autre plan, sur un plan plus élevé, sur un plan spirituel. Mais voilà, vraiment d'être dans cette quête de solutions et de résolution. Voilà, donc je trouve que ces énergies-là, c'est des énergies qui sont assez intéressantes pour nous permettre
pour soutenir justement un autre regard sur les différentes situations qu'on peut traverser en ce moment et aller nourrir cet optimisme dans les différents domaines de notre vie. Et puis, pour terminer, Martin Seligman, dans son ouvrage, j'aime bien parce qu'en fait, à la fin, il démontre, et là, ça rejoint un peu ce que tu disais, Anne, aussi, euh, comment est-ce qu'on peut, en partant des personnes qui vont bien, pouvoir aspirer à que chaque personne aille mieux, en fait, finalement. Euh, il montre que l'optimisme, c'est une force agissante dans tous les domaines de notre vie. Donc, quand on nourrit l'optimisme, quand on nourrit cette vision optimiste de la vie, qui est passé au tamis des blessures, des transformations des blessures, au tamis de la lucidité face à tout ce qu'on a traversé, au tamis du réalisme, au tamis de nos aspirations, etc. Bah, c'est une force qui nous soutient. L'optimisme, c'est vraiment une force puissante qui nous soutient dans tous les domaines de notre vie, sur le plan intérieur, sur le plan familial, sur le plan professionnel, pour les enfants, même dans leur réussite scolaire, sur le plan de la santé, de la vitalité, y compris en lien avec notre espérance de vie. Voilà. Donc pour moi, l'optimisme, sans être justement, je dirais, embrumé par un voile lunettes roses bisounours de Neptune, eh bien, c'est quand même une valeur qu'on a tous intérêt à aller nourrir activement. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler d'optimisme et de vous amener ces différentes réflexions aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai été claire et que je vous ai pas trop embrouillé justement avec trop d'informations. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose. Ouais, Vincent, c'était clair, mais aussi très éclairant. Je trouve que c'est bien de lier ces notions-là parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, enfin, je veux pas dire que, enfin, beaucoup de personnes nous ramènent justement plutôt pessimistes. Et j'ai plein de phrases en tête hein, qui reviennent comme ça. Hein, se content de soi, content de peu. Enfin voilà, c'est juste l'inverse en fait qu'il faut porter. Et puis après, avec l'éclairage sous l'angle numéro astro, je trouve que c'est très important parce qu'effectivement, ça veut dire que là en ce moment, c'est là où il faut être très optimiste. Et je pense, si j'ai bien compris, il faut jouer avec les énergies, quoi. Bah, toujours, en fait, merci beaucoup Vincent, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous nous partagez, parce que effectivement, en fait, bon, après, ça, c'est un grand débat qui, voilà. Mais ça demande aussi à toutes ces petites phrases qu'on nous transmet dès l'enfance, qu'on nous transmet actuellement. Je trouve qu'elles demandent aussi à être replacées dans des contextes. Mais malgré tout, on a hérité de petites phrases qui nous font croire que être optimiste, c'est dangereux, ou qu'être optimiste, c'est être idéaliste. Et moi, mon intention avec les réflexions d'aujourd'hui, c'était de montrer qu'en fait, être optimiste, c'est ni dangereux ni illusoire. Être optimiste, c'est une nécessité pour aller mieux et c'est tout à fait réel et pragmatique. C'est juste une autre vision, mais qui nous demande effectivement un travail de déconstruction de ce type de petites phrases. Donc ça, c'est la première chose. Et par rapport aux énergies astronuméros, moi, ce que j'aime, je suis quelqu'un de, j'aime bien parce qu'on me dit souvent, je suis pas sûre que les gens, que ça parle à tout le monde parce que tu sais, cette personne-là est très pragmatique. Je dis moi aussi, je suis très pragmatique. Et ce que j'aime justement dans l'astrologie, la numérologie, dans la lecture que moi j'en fais, c'est que à aucun moment je considère que les astres ou les nombres sont mes maîtres et qu'ils me soumettent à devoir faire des choix ou à vivre des expériences, mais moi, j'en fais toujours mes alliés. Et comprendre ce qui se joue sur ces plans-là, eh ben, je trouve que c'est aussi enrichir, élargir son réservoir de ressources pour pouvoir être plus outillé en fait face aux situations qui se présentent parce qu'on sait déjà on peut comprendre ah oui bon là en ce moment c'est vrai que ça pique un peu plus que d'habitude ben, c'est peut-être en lien avec le fait que Pluton qui est ici ben, ça m'invite à aller voir un peu plus en profondeur ce qui se joue et puis aussi avec cette confiance que tout est au service d'une évolution
et que rien ne dure. Rien ne dure dans le temps. Voilà. Tout passe, y compris les situations de grande joie et de grand bonheur. Je veux dire, dans la vie, pour moi, elle est faite d'expériences, on traverse et tout passe. Voilà. Et du coup, au quotidien, comment cultiver cet optimisme là quand on a été un peu éduqué plutôt sur une version plutôt pessimiste des choses en fait? Comment se rebooster dans ses pensées positives et optimistes? Après, Bah je sais alors, que c'est peut-être une question plutôt individuelle, mais bah, voilà, ouais, oui, oui, bah, c'est sûr. comment voir les choses d'une façon optimiste plutôt que, voilà, que Alors, clairement, il y a de l'individuel, mais après, il y a plein. Bon, après, moi, j'ai pas toutes les Oui, réponses. oui, bien sûr. Mais moi, déjà, je trouve que ce que je vous ai parlé, l'image du saut de la foi de Nathalie Mhm. Charrois, il est très chouette. De se dire que là, en fait, j'ai l'impression que tout est noir, que je tombe dans le vide, mais et si, au lieu de tomber dans le vide, eh ben, j'arrivais dans un jardin fleuri et que je rencontrais plein de superbes fleurs, etc. C'est aussi de se reconnecter, d'essayer de visualiser les choses autrement. C'est un entraînement pour moi du mental et de l'esprit. C'est pas simple, hein, je suis d'accord. Mais il y a déjà un entraînement qui peut se faire comme ça. Après, très concrètement, moi, j'ai fait l'expérience personnellement d'un exercice qui m'a beaucoup aidé à un moment où j'étais en crise. Euh, j'ai poussé le scénario catastrophe à son extrême. Donc, alors, dans mon imagination et ma visualisation. C'est-à-dire, c'est comme en fait quand on dit en sophrologie, il faut se détendre, mais c'est bien beau, ou quand on est, bon, ça c'est plus pour les femmes, mais quand on est en train d'accoucher, on dit détendez-vous, détendez-vous, mais je suis détendue, enfin, on ne sait pas comment se détendre. Et souvent, pour contacter la sensation de détente, il faut aller contracter un maximum, parce que c'est en contractant un maximum que quand on relâche, on va sentir ce que c'est vraiment que la détente. Sinon, ça peut être difficile de ressentir la détente. Donc, je reviens à mon exercice. Pousser la situation ou la vision catastrophe à son extrême. C'est pas drôle, c'est pas sympa, mais ça a le mérite de, par écrit, hein, ça peut se faire par écrit, sur un papier, quand ça va pas, vous poussez le truc à son extrême. Une fois que vous avez bien été au bout de tout ce qui peut être catastrophique pour vous, vous prenez un autre papier et là, vous allez pouvoir poser la situation idéale. Imaginez une situation idéale. De toute façon, vous avez déjà déposé tout ce qui est catastrophe. Donc, il n'y a plus rien de catastrophique, de pire qui peut encore arriver. Puis, s'il y a des choses pires qui arrivent entre-temps, vous pouvez le rajouter sur l'autre feuille. Et sur l'autre feuille, allez sur une situation idéale. Et la pousser aussi jusqu'à sa vision la plus belle, la plus nourrissante, la plus rassurante, la plus lumineuse. Et puis, vous pouvez regarder, mais ça, c'est des petits exercices. Après, il y en a Oui, plein bien d'autres, sûr. hein. Et après, c'est regarder entre les deux et vous dire que finalement, entre la situation catastrophe et la situation idéale, ben, il y a un panel d'autres situations alternatives qui peuvent émerger. Donc, il n'y a pas une seule issue. Il n'y a jamais une seule issue. Oui, tout à fait. Et puis, moi, ce que je pourrais proposer, c'est le papier situation catastrophe, bah, vous le brûlez. Vous le brûlez, vous ramassez, c'est ça, c'est ces rituels magico-symboliques qu'on fait, mais qui sont très, très aidants. Vous le brûlez, vous récoltez les cendres et puis vous allez les déposer au pied d'une plante ou dans votre jardin en demandant la transformation. Un peu à l'image du compost, vous savez. Mhm. Oui. Voilà. Après, c'est ça, moi, c'est des exercices que je peux proposer. Après, il y en a certainement plein d'autres. Après, ça peut aider certaines personnes, d'autres non. Tout ce qui peut être pour moi de l'ordre de... mais parce que ça, c'est des trucs qui m'aident moi. Après, chacun voit bien comment c'est pour lui. Mais euh, tout ce qui est de l'ordre des visualisations, de la méditation, moi, ça m'aide beaucoup. Euh, après, chacun a ses ressources. Il y a des personnes, ça va être, je sais pas, aller nager. Des fois, aller nager aussi. En fait, il faut revenir pour moi à des choses simples. À des choses simples qui font du bien. La base. Les choses simples qui font du bien. Prendre un bain et juste ressentir comment ça fait du bien d'être immergé dans de l'eau chaude et recontacter, se recontacter soi en fait dans ce qui nous fait du bien. Voilà Ok, ce que je. très bien.
Voilà Si ce que je peux. Ouais, Anne? Marjorie, pour répondre à, je crois que c'est Samuel hein, qui posait cette Ouais, question. oui, 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 vas-y, Anne, bien oui, sûr. c'est ça. Seligman, il dit aussi dans son livre que quand on regarde les personnes qui vont bien, ce sont des personnes qui sont emplies quotidiennement de gratitude. Et bien sûr. Et c'est depuis aussi ce mouvement-là que les journaux, les carnets de gratitude, où on va s'émerveiller de la plus petite chose, qui donc peut être justement un bain chaud, ou ce matin j'ai vu mon premier bouton de jonquille, ou j'ai caressé mon chat qui est venu me réveiller, voilà. Et les écrire systématiquement dès qu'on se lève ou au coucher, 3 par jour, hein, cet exercice-là, par sa répétition, par le fait d'ancrer sur le papier et donc d'ancrer aussi dans son âme et dans son corps, va faire en sorte qu'on va nourrir cet optimisme-là. Et au début, c'est vrai qu'on se demande un peu, on dit, mais comment on va faire? Moi, j'ai pas 3 choses extraordinaires. Mais justement, c'est pas ce qui est extraordinaire. C'est les toutes petites choses. Ce matin, j'ai pris un café avec ma copine ou un café en regardant dehors, il faisait beau. C'est déjà un plaisir. Quand tu dis nourrir ça, changer son habitude, c'est comme ça que ça tombe pas du ciel, en fait. C'est vraiment reprogrammer, encore une fois, comme tu le dis, Marjorie, retourner, quoi. Mm. Oui, c'est retourné, c'est reprogrammé. Merci, bien sûr. Tu vois, je ne l'ai pas noté, les carnets de gratitude, mais ça, c'est extraordinaire, les carnets de gratitude. En plus, ça, c'est vraiment un exercice, un rituel du quotidien, un superbe exercice qui, enfin, tu l'as très bien dit, qui permet tous les jours d'entraîner, d'entraîner, d'entraîner à regarder le positif et à nourrir cet état de gratitude qui est aussi, pour moi, fondamental dans cette vision optimiste de la vie. Et avec les enfants, c'est fabuleux. Pardon? Avec les enfants, c'est fabuleux. Ah bah, avec les enfants, c'est super, ça marche hyper bien aussi, ouais. Oui, parce que quand on se rend compte que finalement, au quotidien, il y a tout un ensemble de petites choses qui nous nourrissent, eh bien, ça aide à déconstruire aussi ces phrases de euh, finalement, quand tu veux, je sais plus ce que tu disais, Vincent, être heureux, content de toi de peu. Content de soi, content de peu, je l'ai tellement entendu dans le cadre du travail. D'accord, content de Ouais, soi, content de peu, mais ça veut dire quoi en fait? Je trouve que ouais, exactement. ça invite vraiment à déconstruire toutes ces petites phrases. Hmm. Ouais, et c'est l'inverse, l'optimisme, c'est l'inverse justement. Et c'est ce que je me dis, ça, en fait, moi, enfin, je l'ai vécu comme ça, en fait, ça m'a poussé vers le pessimisme et justement vers les plans B, les plans C, en se disant, bah, je vais toujours visualiser le pire qui peut arriver parce que ça m'évitera. Et en fait, c'est toutes ces petites phrases qui, au quotidien, même si on a l'impression qu'on est protégé de ça, finalement, ça finit par rentrer, en fait. Ça rentre c'est presque un lavage de cerveau. Et même quelqu'un d'optimiste, il va finir par être pessimiste. Moi, je suis, enfin, moi, c'est comme ça que maintenant, avec du recul, je le vois, c'est qu'au fil des années, en fait, ça finit par s'inscrire en moi, en fait. Donc Mm. voilà, donc maintenant que j'y réfléchis, je me dis finalement, cette phrase, c'est juste, c'est l'inverse qu'il faut penser. Justement, la moindre petite chose, la moindre petite étincelle, c'est ça, c'est comme quand on veut allumer un feu, la petite étincelle, c'est ça, c'est grâce à cette étincelle que je vais allumer un grand feu, en fait. Et donc, c'est vraiment le petit qui me permet d'arriver au grand. Exactement. Mm. Ok. Merci beaucoup hein, pour vos partages. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? En tout cas, Anne, ça fait du bien, oui, ça fait du bien ce que tu proposes, Marjorie, parce que c'est à contre-courant de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui tout autour de nous. Et savoir qu'en plus, les nombres et les planètes peuvent nous soutenir dans cet effort-là, c'est quand même très revigorant, je trouve. bon. C'est super. Ça donne de la force. Non, c'est chouette. Je suis contente. En fait, c'était évident quand j'ai préparé cette causerie. Pour moi, ce sujet, je savais pas du tout sous quel angle j'allais l'aborder. Mais bon, je me suis laissée inspirer. J'ai eu je dirais, le message de parler de la puissance de l'optimisme. Bon, voilà. Ok. Bon, je vous propose si c'est ok pour tout le monde, de clore, pardon, cette partie-là. Ouais.
C'est OK. OK. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Comment je fais? Là. Ça y est, il n'y a plus le... Ah, c'est revenu.